Bonjour à tous, bienvenue dans cette session dénommée Connect Paris, réinventer la logistique urbaine avec des bâtiments intelligents et bas carbone, sous l'égide de Prologis, leader mondial de la logistique immobilière. Je vous présente tout de suite nos invités. Paul Janssen, directeur de la construction de Prologis France. Paul Janssen, bonjour. Merci d'être avec nous. Nicolas Laurent, directeur délégué d'Egis, société d'ingénierie bien connue. Bienvenue. Également, monsieur Benoît Vanini, directeur conseil AMO pour JLL. Merci de participer à ce panel. Alors, c'est vrai que la logistique urbaine, vous le savez, repose sur des flux de marchandises dans des environnements complexes et denses. Les véhicules professionnels représentent une part significative du trafic urbain. Eh bien, il est temps de concilier les exigences environnementales des villes et les impératifs d'une logistique rapide et efficace. C'est ce que fait magnifiquement Prologis au sein de ce bâtiment Connect Paris que l'on va découvrir au fur et à mesure de cette session. D'abord, un petit mot, Paul Janssen, pour ceux qui ne connaîtraient pas tout à fait Prologis, un groupe implanté en France depuis des années, mais un groupe américain. Oui, Prologis est une foncière, développeur, investisseur dans l'immobilier logistique, spécialisé notamment dans les entrepôts plus classiques à plat en région, notamment sur la dorsale logistique française qui est Lille, Paris, Lyon, Marseille, mais aussi des implantations au Havre et à Orléans. On est aussi une plateforme de services qui accompagne nos clients, notamment au travers de notre plateforme Essentials, qui accompagne le développement de nos locataires, au travers de la location de rack, la mise en service de bornes de véhicules électriques, mais aussi du relamping et des éléments pour des pompes à chaleur pour décarboner eux-mêmes leur activité. Alors, vous ne faites pas que ça, mais il y a vraiment un bâtiment emblématique qui est en train de voir le jour. Ça se passe à Paris, dans le 17e. Ça arrive que des élus, certaines logiques, justement très, très écolos, soient contre des projets de foncières. Et bien là, on a l'exemple d'une opération où élus, industriels, spécialistes, promoteurs ont travaillé main dans la main. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement novateur. Est-ce que vous voulez bien, Paul, nous dire quelques mots de Connect Paris qui est vraiment emblématique et vraiment impressionnant. Oui, donc Connect Paris est une plateforme logistique du dernier kilomètre située entre la porte de Clichy et la porte d'Asnières. C'est une plateforme de 67 000 m² environ, avec 5 niveaux de logistique, un niveau de bureau, un sous-sol de parking, équipable et équipé de bornes de véhicules électriques. On a une rampe de 50 mètres de diamètre avec une pente de 8%, ce qui permet à des poids lourds jusqu'à 38 tonnes de monter jusqu'au dernier niveau. Cette plateforme logistique a été développée sur les dernières années en compagnie donc d'Egis, de JLL, mais aussi de notre architecte DTASSC et de nombreux acteurs. Alors, je vous rassure, hein, je vais faire circuler la parole, mais je reste un petit peu avec Paul Janssen parce que j'aimerais bien comprendre dans quelle mesure la construction de plateformes nouvelle génération, à l'image de Connect Paris, répond aux besoins des clients et aux attentes des villes. Alors, tout d'abord par son emplacement, au plus proche des bassins de consommation, au plus proche des barycentres de livraison. Donc, cet emplacement intra-muros nous permet de développer une solution clé en main pour des locataires pour livrer tout le bassin et notamment le triangle d'or parisien. Et oui, je vous laisse terminer. Non, allez-y, allez-y. Non, il faut le savoir, c'était particulièrement contraint. Je crois qu'il y a le bâtiment de la police, le tribunal de la justice. Ces gens-là demandent, comme, je ne sais pas si on appelle, c'est peut-être pas si d'importance vitale, mais enfin, ils ont des contraintes pour être à côté d'eux. Il faut vraiment montrer patte blanche et vous avez relevé le défi, quoi. Effectivement, avec toute l'équipe de projet, Egis notamment, on a travaillé sur des solutions sécuritaires. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, nous sommes coincés entre le TGI, donc le tribunal de grande instance, mais aussi la DRPJ, la direction régionale de la police judiciaire. Et donc, effectivement, c'est deux maillons vitaux pour la sécurité et la justice en France. Et notre emplacement a créé et a engendré un certain nombre de contraintes, donc sécuritaires. On a des enjeux notamment de visibilité sur le TGI et la DRPJ. On a mis des vitres blindées pour limiter la visibilité elle aussi. On a fait cette toiture, ce dôme végétalisé dans un premier temps pour l'environnement, mais il a aussi répondu à un certain nombre de contraintes, notamment en empêchant la création d'obstacles et donc laissant le TGI et la DRPJ une vue complète sur la toiture du bâtiment. On a aussi des
des protections mécaniques en entrée qu'on peut voir sur la photo juste là, qui empêchent des potentielles voitures béliers. On a un mur d'enceinte de 3 mètres, une sécurisation, de la détection infrarouge, mais aussi un certain nombre de caméras. Eh bien, il vaut mieux s'entendre avec ces gens-là, la justice, la police, vous avez bien raison. Dans ce présente, on vous met le niveau de complexité toujours plus haut et Prologis, vous êtes là au rendez-vous. Pas mal d'avoir une big picture, un état des lieux quand même du marché JLL. Vous êtes bien placé avec des études, beaucoup de data sur les marchés de la logistique. J'ai lu dans une de vos publications 3 millions de mètres carrés commercialisés sur le marché français des entrepôts en 2024. Vous voulez peut-être élargir pour nous dire comment ce début d'année selon JLL? Alors, c'est vrai que ces 3 millions de mètres carrés que vous évoquez, c'est l'année 2024, qui a été une année, comme tout le monde le sait, un peu difficile pour le secteur de l'immobilier. Elle a été portée par pas mal de transactions sur des grosses surfaces, plus de 40 000 mètres carrés, plus de 40% d'augmentation sur ce segment-là, alors qu'on a vu des baisses de l'ordre de 30% sur des segments plus petits. Donc aujourd'hui, le marché de l'immobilier s'est recentré, on va dire, sur les fondamentaux, la dorsale, les choses qu'on connaît très bien. Et aujourd'hui, le projet Connect, voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier et de spécifique qui répond aussi aux enjeux écologiques, environnementaux et qui répond aussi à la nouvelle réglementation climatique qui s'impose maintenant à nous sur les développements actuels. Vous pensez notamment aux zones à faible émission de mobilité, ça impacte beaucoup l'aménagement des villes? Alors, les ZFE, évidemment, même si bon, aujourd'hui c'est un sujet qui est discuté, mais bien sûr, oui, il y a ce sujet-là et tout ce qui est mobilité douce dans le cadre de la livraison du dernier kilomètre, où là, avec cette proximité et cette localisation prime de ce projet, avec une connexion également proche périphérique, enfin directe périphérique, on arrive à allier ces deux enjeux de mobilité douce et de livraison qui sont parfois difficiles à assembler. Ouais. Quand on parle de logistique, on parle d'opérateurs différents, de millions de marchandises, de toute taille. Paul Janssen, dans quelle mesure Connect Paris, en l'occurrence, peut s'adapter à n'importe quel besoin, les besoins des logisticiens, des entreprises et des clients sont multiples? On a voulu ce bâtiment flexible, modulaire presque. La façade en était moins puisqu'elle est elle-même modulaire en éléments préfabriqués, en béton bas carbone et avec des éléments d'isolant en laine végétale. Mais derrière, sur l'usage, les plateaux, donc c'est 5 plateaux d'environ 12 000 m2 qui sont très similaires les uns des autres et qui sont adaptables à tout type d'utilisation. Aujourd'hui, pour chaque niveau, on a dédié une puissance électrique pour mettre en place des bornes électriques. Donc on peut envisager une mise en charge de VUL directement sur les plateaux, véhicules utilitaires légers. Sur les plateaux, on a aussi envisagé, avec une charge au sol de 1,5 tonne au mètre carré, le développement de process, de convoyeurs. Donc tout ça, c'est envisagé et intégré au dessin. Les différents prospects et différents locataires avec qui on a pu s'entretenir ont été très différents, très variés. On va avoir des potentiels utilisateurs de froid, des potentiels utilisateurs de process, des gens qui vont faire du vélo cargo. Pour ces vélos cargo, on a notamment réfléchi à une solution qui permet de limiter l'usage de la batterie à l'intérieur du bâtiment. Donc les vélos peuvent monter via un monte-charge, mais descendront par la rampe. Et donc en fait, on avait écouté les locataires et les besoins des locataires qui nous disaient: moi j'ai une contrainte, quand je suis dans un parking, à peine j'ai fait la rampe, j'ai plus de batterie, je peux pas faire ma tournée. Donc tout ça sont des choses qu'on a intégrées, envisagées. Et en plus, le bâtiment est responsable et accueillant. Et du coup, on a mis via des certifications WELL le bien-être des utilisateurs au milieu de notre programme immobilier et de notre programme de construction. Alors, on l'a dit, un concept très modulaire. Ça a l'air facile comme ça, un bâtiment modulaire, une conception évolutive. Concrètement, quand on le met en œuvre, Nicolas Laurent et Gis, vous en relevez des défis, mais comment ça s'est décliné? Alors nous, on aime bien parce qu'on a des clients qui sont très demandeurs, très exigeants, qui en demandent beaucoup et qui nous obligent à pousser la réflexion un peu plus loin que ce qu'on aurait pu faire habituellement. Et c'est un peu le leitmotiv chez nous. N'hésitez pas peut-être à parler plus fort. J'ai l'impression peut-être que ce sera mieux pour les rangs du fond, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, pour la flexibilité qui a été souhaitée par Prologis sur ce bâtiment-là, on a dû concevoir et prévoir tout un tas de mesures conservatoires
permettant demain aux différents preneurs de pouvoir adapter en fonction de leurs besoins et de leurs process le bâtiment et répondre à leurs besoins à eux. Et donc, alors, si on parle des structures optimisées, j'ai lu ça. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, Béotienne, il y a certainement des spécialistes, mais voilà, pour le plus grand public, comment on peut interpréter le fait que vous avez mis au point des structures optimisées? Dans la structure, donc on est parti sur une solution préfabriquée, bas carbone, qui nous permet en usine de tirer au maximum sur la structure et de pouvoir la porter après sur le site. Et à la fois, on doit répondre à un enjeu de la RE 2020 pour la partie bureau, parce que ce permis-là a été soumis à la RE 2020, et précoce aussi pour la partie logistique. Donc on est un peu en avance par rapport à ce qui va arriver incessamment sous peu dans l'administration. Avec un bâtiment de bureau en partie supérieure, entièrement en bois, pour permettre de répondre à ces enjeux-là aussi. Paul Janssen, vous, les structures optimisées, vous savez ce que c'est puisque vous les avez demandées. Oui, effectivement. Donc nous, on a l'habitude de travailler sur l'entrepôt à plat, logistique. On va avoir une trame assez classique pour pouvoir y mettre des racks. Ici, la réflexion, elle était complètement différente. On s'est orienté on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut, quel est le besoin. Donc on a commencé à marquer au sol des places pour des véhicules utilitaires. On a commencé à se dire le process, de quoi on a besoin de tapis, ça monte, ça descend, il nous faut une certaine hauteur libre. Mais on s'est dit, finalement, demain, si j'ai un preneur qui veut 2 niveaux et qu'il a une installation de process, il nous faut quelque chose d'adaptable. C'est pour ça qu'on est parti sur une charpente préfabriquée avec des poteaux et des poutres construits le plus possible en usine. Tout ça en béton décarboné, ce qui nous permet d'avoir une construction hors site qui facilite l'installation sur place, mais aussi améliore la sécurité sur place. Mais derrière cette trame, elle nous offre la possibilité donc d'avoir un poteau quasiment tous les 12 mètres et une hauteur libre entre 4,80 m sous poutre et 5,80 m sous dalle. Derrière, ça nous laisse un champ d'opportunités vraiment immense. On le voit ici derrière nous, on a des convoyeurs, des VUL, et on voit les poteaux et les poutres qui sont arrondis pour limiter les chocs sur les carrosseries, bien entendu. Mais derrière, c'était vraiment l'idée, la possibilité de faire ce qu'on veut à chaque niveau. Une approche multiniveau, là, cette verticalité, c'est même beau. Et je crois que tous les groupes peuvent pas le faire. Je crois que Prologis, vous pouvez notamment le faire parce que, étant international, je crois que c'est des idées, j'avais cru comprendre, de vous inspirer de ce qui a pu se faire au Japon. C'est la chance d'avoir une emprise internationale et de capter les meilleures tendances pour les apporter au cœur de Paris. Oui, effectivement, ce genre de bâtiment chez nous en Europe, on va dire que c'est des premières. On en a quelques-uns en région parisienne, notamment des bâtiments qui sont encore exploités et qui sont en superbe état. Mais nous, chez Prologis, on a cette vision globale. C'est pas notre premier bâtiment dans le monde qu'on fait multiniveau. Et au Japon, ils font quasiment que ça. Et donc on est allé les écouter. Ils nous ont donné quelques bons conseils, notamment sur la rampe, parce que la rampe c'est le gros sujet. Si on ne peut pas monter en toute sécurité et que la pente est trop importante, qu'on arrive, on a ce que je disais tout à l'heure, on a dépensé toute notre batterie, ou que quand on arrive en haut, en fait tous les paquets à l'intérieur du camion ils sont tombés, c'est quand même dommage. Donc on les a écoutés, ils nous ont dit faites attention, mettez un cœur creux à la rampe pour avoir une visibilité sur ce qui se passe de l'autre côté du cercle et pour pouvoir anticiper le danger s'il arrive. Ils nous ont aussi dit 8%, c'est le grand max. Grand max. Donc on est allé travailler sur cette rampe, ce diamètre de 50 mètres, qui crée une porte d'entrée au bâtiment assez majestueuse, mais qui répond aux enjeux des poids lourds et du trafic routier actuel, des gabarits routiers actuels, mais aussi ceux de demain probablement. Donc, donnez pas trop de détails aux concurrents qui nous écoutent, mais effectivement, cette solution, elle répond à la rareté du foncier en zone dense et on observe une montée en puissance des entrepôts verticaux. Nicolas Laurent, société d'ingénierie chez Egis, bien connue, une approche multiniveau, ça veut peut-être dire une approche multi-défi. Voilà, de votre point de vue, comment vous avez abordé le problème ? Alors, Paul l'a très bien expliqué, toutes les contraintes, on va les appeler contraintes, même si on va appeler ça des opportunités aussi, de la rampe et de tout le flux, parce qu'il y a la rampe, mais après il y a l'entrée et la sortie des camions, qui va jusqu'au boulevard, parce qu'il fallait quand même réfléchir à tout le trafic dans ce Paris intramuros, avec un TGI et un DRPG qu'on a autour, comme on l'a cité juste avant. Toute cette réflexion-là, on l'a pu l'apporter avec DTACC, l'architecte, pour essayer d'optimiser
toute la structure globale de ce projet-là. Derrière ça, quand on est en étage, on a évidemment une structure très imposante pour pouvoir récupérer l'ensemble des charges qu'on souhaite pour l'opération. Ce qui nous a imposé d'avoir des études menées et poussées au niveau de l'infrastructure pour pouvoir tenir, sachant qu'on est au pied d'un TGI, d'un immeuble de grande hauteur. Et donc, il y a des suggestions structurelles à avoir et à prendre en compte. Donc voilà, on est vraiment face à un changement de paradigme, construire désormais vertical et proche et non plus horizontal et éloigné. Donc bravo. Innovation également du côté du digital, Paul Janssen. Quelle est la place du numérique dans le projet Connect Paris ? Le numérique a deux places dans ce projet. Le numérique a une place en conception avec son jumeau numérique, le BIM, la maquette 3D, la maquette Revit, qui nous a permis d'identifier certains points durs, notamment lors de la conception, sur le passage dans la rampe, aller imaginer et représenter nos camions et nos poids lourds dans la rampe, mais aussi à tous les niveaux. Derrière, le BIM est ce qui va intéresser tout particulièrement nos locataires, le numérique est ce qui va intéresser tout particulièrement nos locataires, c'est plutôt le BMS, la GTB, la gestion centralisée, qui va permettre de piloter les différents organes techniques du bâtiment, les monts de charge avoir une visibilité, les porte-à-quai avoir une visibilité, mais aussi piloter la clim à chaque niveau ou le chauffage à certains points, la clim étant pas adaptable et possible au niveau, mais pas forcément mise en place dès le début. Derrière, le chauffage, c'est avec le chauffage CPCU, donc c'est du chauffage urbain, bas carbone. Et donc tout ça, avec 2-3 points de réhausse des pompes à chaleur, on va pouvoir piloter efficacement la transmission des énergies dans le bâtiment, et notamment ça. Derrière, on a aussi l'aspect foisonnement, véhicule électrique, et il fallait aussi anticiper tous les besoins. Et donc on va avoir une architecture électrique qui nous permet de mettre un certain nombre de bornes VL à chaque niveau et d'emmener la puissance à la borne qui en a besoin au bon moment et pas avoir toutes les bornes qui travaillent en même temps. Nicolas Laurent, vous voulez rebondir ? Il a dit beaucoup de choses et je vais éviter de le paraphraser. Il a dit beaucoup de choses. Toujours dense. Le jumeau numérique, c'est pas juste une jolie maquette 3D qu'on utilise. Elle est renseignée par mes équipes pour pouvoir avoir demain une exploitation de cet outil-là par les utilisateurs directement. Derrière ça, l'architecture électrique qu'a cité Paul, elle est complexe parce qu'on parle d'un projet à plus de 10 mégawatts électriques à installer, sur lequel on ne l'installe pas avec un seul poste de livraison, on l'installe avec 3, mais il faut avoir une synergie sur les 3 pour pouvoir optimiser au mieux la puissance électrique globale du bâtiment. Donc on a mis tout un système en place et on prévoit tout un système qui va permettre de gérer cette charge électrique à la fois sur les véhicules électriques, que ce soit les VUL ou au parking au sous-sol, mais aussi pour les camions électriques sur lesquels on a prévu des bornes à 250 kW qui vont permettre de les recharger assez rapidement. J'aimerais qu'on parle d'acoustique, j'entends le bruit du drone à côté. Paul Janssen, ça répond au dernier standard Connect Paris, également en ce qui concerne l'acoustique ? Effectivement, en ce qui concerne l'acoustique, mais aussi les vibrations. Alors on n'a pas abordé beaucoup le côté poids lourd, donc les poids lourds montent dans les rampes. Donc derrière, quand on a des faisceaux infrarouges ou des faisceaux qui viennent contrôler ou lire des codes barres ou si on pense à des messagers, des messageries, aller lire le petit QR code sur le colis, si on commence à avoir des vibrations, ça va être très compliqué d'avancer et on va souvent se retrouver avec le colis du voisin. Donc derrière, ici, on a travaillé sur les vibrations avec la mise en place de boîtes à ressorts, notamment pour le dernier niveau. Et on a aussi un énorme enjeu, beaucoup d'eux aussi, c'est la voie ferroviaire, le réseau ferré SNCF juste à côté, mais aussi le réseau SNCF qui va rentrer dans le bâtiment. Aujourd'hui, au rez-de-chaussée, on a la possibilité de faire entrer une voie de chemin de fer pour pouvoir livrer depuis le faisceau Saint-Lazare, donc ce qui dessert Le Havre, Rouen, les Yvelines énorme, Paris, et Paris, ici. On va pouvoir faire entrer le train. Un train d'environ 150 mètres de long. C'est pas le plus grand des trains, notamment quand on pointe en fret, mais on travaille actuellement avec la SNCF et son antenne SNCF Réseau sur une stratégie de découpage des trains avant qu'ils rentrent dans le bâtiment. Derrière, donc sur les vibrations, on a aussi à côté de nous le TGI et la DRPJ
je dévoile pas ce qui s'y passe, mais il y a des enjeux aussi au niveau des vibrations, notamment avec des potentiels cellules. Voilà. Donc ça, c'est le gros sujet. Le sujet Un vrai hub, hein, ça devient un vrai hub. Le sujet de l'acoustique, il est aussi prégnant parce qu'on a besoin d'avoir un confort de travail, un confort de vie. On l'a ici sur les panneaux, on voit bien qu'on a des panneaux acoustiques quand on pense à un aménagement des bureaux sur les plateaux. Et donc tout ça, ça a été vu au regard d'un cahier des charges techniques très détaillé, rédigé notamment par Aegis, mais aussi par nos voisins. Et donc tout ça, ça a été intégré au projet pour que finalement l'activité du voisin du dessous n'impacte pas l'activité d'au-dessus. Ou d'en dessous encore, s'il y a un niveau concerné. Mais vous avez eu affaire à des exigences environnementales élevées. Je me tourne vers vous, Benoît Vanini. Il y a une vraie volonté des clients d'avoir aujourd'hui une offre de solutions décarbonées. Hein. Vous pouvez nous parler un petit peu de la stratégie de décarbonation dans ce secteur, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un sujet qui a une place importante dans les décisions et dans les choix des clients et des preneurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des demandes qui sont initiées par les preneurs vient du fait qu'ils ont des objectifs internes de 100% décarbonation ou liés à l'utilisation d'énergie renouvelable. Et donc ça les pousse vers des projets vertueux comme Connect qui mettent en place des systèmes de production de chaleur ou de froid basés sur des concepts environnementaux vertueux et qui déploient tous ces principes de possibilités à de la connexion de recharge véhicule électrique, de mobilité douce pour le bien de leur activité et puis également de leurs salariés. Donc le fait d'être vraiment intramuros également, ça confère à leurs employés tout ce confort de vie, d'accessibilité aussi au site. Et ça devient, nous on le voit sur les dossiers qu'on gère, au-delà de ceux qu'on gère avec Prologis, un critère de choix prépondérant, mais que ce soit utilisateur et du coup aussi investisseur, développeur. Merci. Peut-être Nicolas Laurent, vous pouvez évoquer à la fois les matériaux éco-conçus, bas carbone, et puis on parlera d'optimisation de l'autonomie énergétique également. Alors, comme on l'a déjà dit, on est à la fois sur les bureaux soumis à l'Aéro 2020, donc on a une structure en bois qui nous a permis de répondre à ce sujet de la décarbonation. Il y a tout le sujet du béton bas carbone qu'on met en place pour l'ensemble de la structure de la partie logistique. Mais il n'y a pas que cela dans l'éco-conception et dans cette notion-là du carbone. Il y a aussi une volonté de minimiser au maximum l'ensemble des matériaux et les matériaux techniques. Donc, de ça, on a travaillé avec Prologis et DTACC pour pouvoir optimiser l'ensemble des réseaux. On a fait certains choix qui n'étaient pas forcément dans ce qu'on a l'habitude de voir sur des sites logistiques, mais on les a pris dans cette volonté-là de décarbonation. Donc c'était des choix importants qui avaient été faits et validés par Prologis. J'aimerais qu'on parle de la notion de smart building. On en parle depuis des années, mais les déclinaisons de plus en plus multiples, importantes. Benoît Vanini, est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus comment se porte le smart building porté vers le confort de l'utilisateur? Comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui devient très prépondérant dans les discussions et dans les échanges qu'on a avec les utilisateurs. Et comme l'évoquait Paul aussi il y a quelques temps, dans notre échange, c'est que quand on peut, de son bureau, piloter des porte-à-quais, voir comment les livraisons sont... piloter également l'arrivée et la sortie des produits de manière digitale pour avoir un tableau de bord qui permet cette gestion, qui permet de faciliter cette gestion. C'est des éléments qui sont de plus en plus implémentés dans les bâtiments et qui viennent renforcer la GTB, qui du coup se déploie également sur l'usage et l'exploitation des sites. Donc globalement, c'est un projet quand même vraiment vertueux, un soutien aux nouvelles mobilités, Connect Paris, de tout point de vue, il va inspirer. De tout point de vue, oui. Bien sûr. Paul Janssen, vous voulez rebondir? C'est vrai que vous avez réussi une intégration harmonieuse en milieu urbain d'un bâtiment, on l'entend, qui est nourri des dernières technologies, quoi. Oui, c'est l'architecte Christian Sbé de DTACC qu'il faut féliciter, qui a aussi cette magnifique intégration dans un environnement architectural qui est quand même déjà assez important, puisqu'on a le TGI de Renzo Piano juste à côté, qui est quand même assez massif. Mais finalement, le TGI allongé,
ça donne notre bâtiment en termes de longueur. Ça donne l'idée de la taille de Connect Paris. Donc c'est vrai que c'était un sacré challenge de l'intégrer dans cet environnement contraint avec qu'une seule entrée, ou en tout cas une seule entrée pour les poids lourds. Donc il fallait intégrer tout ça, mais finalement l'architecture s'est mise au service de la logistique, s'est mise au service du besoin, et finalement on a réussi à faire rentrer, donc peut-être au chausse-pied, ce bâtiment-là, mais à mon sens, il a tous les standards d'un entrepôt un peu ce qu'on va appeler XXL de grade A en province ou ailleurs ou sur la dorsale. On va avoir quelque chose de on va avoir des courts camions de plus de 35 mètres, on va avoir une belle hauteur libre, on va avoir énormément de choses, et en fait cette architecture répond à ce besoin et le faisant avec harmonie avec l'environnement adjacent. Et souvent, on a pensé que c'était le e-commerce qui était à l'initiative de bâtiments de logistique urbaine, mais d'autres secteurs sont des drivers importants de la demande de bâtiments de ce type et vont être intéressés par ce projet. Hein. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a commencé par intégrer à notre discussion, c'est cette flexibilité. Aujourd'hui, on a discuté avec des messagers, cet emplacement est hyper intéressant pour eux pour aller livrer le cœur de Paris, mais on va avoir aussi tout ce qui est partie luxe, stockage de luxe, puisqu'on a un bâtiment ultra sécurisé, donc en fait ça répond à ces enjeux-là, mais on va avoir aussi peut-être une livraison du dernier kilomètre sur ça peut être de tout, ça peut être alimentaire, ça peut être là aussi... Les cafés, restaurants, ça les intéresse pour être livrés? Ouais, complètement. En tout cas, nous, on l'a intégré. On a aussi des livraisons plus e-commerce. Donc, effectivement, il y a un panel de potentiels locataires et de potentiels partenaires sur ce projet qui est assez important. Écoutez, s'il y a des questions dans la salle, nos invités sont experts, ils ont déjà été extrêmement clairs, mais n'hésitez pas à lever la main si vous avez une interrogation, ou si vous voulez en savoir plus. Mais je ne vois pas de signe, c'est vrai que vous avez été tellement limpide. Vous l'avez bien compris, Connect Paris, c'est vraiment un exemple de ce qui fait de mieux. Ah, très bien, monsieur. Si vous voulez bien vous présenter juste avant la question. Oui, bonjour, John Balté, GSE. Question sur, vous avez parlé justement de la construction hors site, donc en préfabrication. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? Comment vous avez fait ça et quelle distance du site? Alors, on en dira beaucoup plus quand on aura l'entreprise avec nous qui nous permettront de définir bien toute la modalité qu'ils vont avoir sur ce principe-là. Nous, aujourd'hui, d'un point de vue conception, dans le design qu'on a prévu, on a prévu toute une structure en préfa, justement pour essayer de pousser et ne pas avoir du coulé sur place comme on pourrait l'avoir traditionnellement. Mais vous allez le faire venir par des camions ou trains? Alors, nous, notre rêve, c'est d'utiliser la voie ferrée. Puisqu'aujourd'hui, et on a dans certains de nos partenaires entreprises générales qui sont consultés, certaines qui ont des usines de préfabrication sur cet axe Seine, entre Le Havre et Paris. Donc ça serait très intéressant. Au-delà de ça, on a aussi la centrale à béton qui est juste à côté, et Kiom qui utilise lui-même le faisceau ferré pour ramener ses graviers. Donc ça, on l'a intégré aussi. On a un partenaire de choix qui est local. Donc finalement, la toupie, elle va sortir pour rentrer instantanément, mais ça c'est pour les quelques toupies, il y en aura quand même pas mal pour couler des dalles de compression si je dois rentrer dans la technique, mais elles seront locales, et derrière effectivement c'est le cahier des charges rédigé par Egis, DTACC, mais aussi Lamoureux et Ricciotti qui ont travaillé sur le projet, notamment Charpente, qui poussent les entreprises générales à aller sur le hors-site et la préfabrication. D'accord, merci. Et autre question rapide sur la mesure de décarbonation. Il y a une question derrière. Mais bon. Allez-y. Okay. Comment vous allez mesurer donc le CO2 et comment vous avez parlé de tableau de bord. Donc il y a partie CO2 en construction, mais aussi donc CO2 dans l'opération du bâtiment. Comment vous allez mesurer tout ça? On calcule les deux. On a réalisé une analyse de cycle de vie qu'on doit de toute façon répondre dans le cadre de la RE 2020 pour la zone bureau. Mais pour Logis, ça a une volonté de l'élargir, non pas que la zone bureau, mais au global, pour pouvoir mesurer ce taux de carbone qu'on aura à la fois pour le temps de la construction et après sur la vie du bâtiment. Je vais rajouter à ça, Prologis a un objectif de neutralité carbone à 2040.
avec plusieurs jalons. On a un premier jalon qui va arriver en 2030, qui est déjà passé. Le premier jalon, c'était sur la production photovoltaïque, avec le développement d'un gigawatt à la fin de l'année 2025. Objectif qui est en cours d'accomplissement, puisqu'on est à plus de 55% déjà aujourd'hui. Mais derrière, on a plusieurs étapes en 2030 et en 2040 sur une neutralité carbone sur les scopes 1, 2 et 3, ce qui inclut là aussi les opérations de nos locataires. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on a travaillé d'ores et déjà sur des systèmes de chauffage ou des systèmes de production électrique qui vont être eux-mêmes bas carbone. On a parlé du CPCU, on va être aussi en pompe à chaleur, on va avoir une production photovoltaïque sur la toiture. Donc il y a un certain nombre d'enjeux qui sont d'ores et déjà intégrés au bâtiment. Et puis au-delà de ça, on va pousser sur les curseurs grâce à la GTB, au BMS. Et puis on prendra aussi un certain nombre de contrats qui se voudront le plus vertueux possible au niveau de l'apport en électricité pour répondre aux enjeux des 8 mégas de puissance installée, des enjeux de recharge de flotte de véhicules électriques. Mais on a parlé beaucoup des VUL, mais aussi il y a 20 emplacements de charge poids lourd à 250 kg. Donc tout ça, ça va devoir être intégré. L'idée, c'est que ce soit un maillon essentiel de la décarbonation de la supply chain du dernier kilomètre, mais surtout que ça soit bas carbone lorsqu'on remplit les camions, entre guillemets. Ouais. Monsieur, derrière, vous avez une question? Antoine Beyer, Institut Paris Région. De manière très simple, quel est le coût de construction au mètre carré et la fourchette de location que vous estimez pour votre rentabilité? Alors, malheureusement, je ne peux pas trop répondre ici, parce qu'il y a un certain nombre de partenaires que je vois dans la salle, dans l'auditoire, qui attendent ces prix-là pour savoir à quel point on commercialisera. C'est vrai qu'on a communiqué sur une fourchette entre 200 et 300 euros du mètre carré sur la location. Si vous êtes intéressé, il suffit de venir les voir après, monsieur. Monsieur au premier rang? Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bon, Sébastien Gourdin. Vous travaillez pour quel organisme? Alors, j'ai ma propre société de conseil. Très bien. Je suis tout seul. Bravo. Vous avez parlé du coup de lieu de travail. Comment vous avez intégré les contraintes d'infrastructure et de mobilité et les enjeux de sécurité des différents clients qui vont venir justement travailler dans ce bâtiment? Est-ce que vous imposez typiquement un cahier des charges? Est-ce que vous avez une infrastructure centralisée et vous proposez des services? Il y a plusieurs axes à votre question, j'ai l'impression. Donc, sur l'arrivée, Benoît l'a très bien expliqué. C'est vrai que son emplacement, ça va faciliter l'usage des transports en commun pour venir au travail. Derrière, on est très proche de la ligne 14 qui est automatisée, qui reste une des lignes les plus efficaces de région parisienne. En interne, nous, on a fait pas mal d'études de trafic interne pour s'assurer que si tous les niveaux envoient des VL et des PL en même temps, eh ben on puisse réguler cette cadence et faire sortir les engins au bon moment sans congestionner un secteur qui est déjà lui-même bien dense. Donc effectivement, il y a une centralisation, vu qu'il y a un poste de garde et qu'il y a une sécurisation extrême sur ce site. En fait, on va avoir une régulation qui va se faire par deux choses. La rampe elle-même va créer quand même... va réguler ce trafic, et de l'autre, on va avoir des portes et des barrières en sortie. Ensuite, sur la partie plus piétonne, à l'intérieur du bâtiment sont aménagés un certain nombre d'allées sécurisées, une circulation verticale avec des monte-charges et des ascenseurs qui, après, permettent d'accéder au lieu de travail de manière sécurisée. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, pas du tout. Voilà. Non, je parlais en fait de connectivité, justement, le fait que les gens vont travailler sur des ordinateurs, vont avoir peut-être des PDA, enfin des terminaux. Donc voilà, c'est sur la partie vraiment infrastructure, donc mobilité, une sorte de comment on gère les contraintes des différents clients en fonction des niveaux de sécurité, de leur DSI, etc. Nous, aujourd'hui, on va effectivement aménager un certain nombre de chemins de câbles, de fibres déjà à l'intérieur du bâtiment. Derrière, sur un cahier des charges bien spécifique sur le courant faible, le courant fort, je ne saurais pas vous dire. C'est vrai qu'on a rencontré un certain nombre d'entreprises, notamment les SITL, qui ont bien raison de nous pousser sur des modules de GSM locaux ou derrière installer nous-mêmes une sorte
de Black Fiber dans un backbone fiber, une dorsale en fibre à l'intérieur du bâtiment permettant de faciliter le dispatch à chacun des niveaux. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'expression ni de besoin client spécifique sur ce sujet-là. Il est intégré dans le cadre du programme, mais pas plus que... Non, mais on va installer une pré-architecture VDI qui va permettre de séparer les différents preneurs. On prévoit quelque chose en fonction des preneurs et de leurs besoins. On peut activer plus ou moins ce qu'on prévoit aujourd'hui dans le bâtiment. Ah, c'est bon. Merci. Eh bien, merci, messieurs, dames, d'avoir été présents. Vous l'avez compris, c'est un projet hybride qui combine logistique, service, mais la logistique urbaine devient vraiment un moteur de transformation majeur du secteur. Bravo, Prologis, leader mondial de la logistique immobilière. Merci, Paul Janssen, d'avoir éclairé notre public. Benoît Vanini pour JLL, merci d'avoir été là. Nicolas Laurent pour Régis. Merci pour votre participation. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Vous voulez dire autre chose ou ça va? C'est bon, on a fait le tour, hein? Merci. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Paul? Oh là là. Synthétique.